Bonjour à tous et bienvenue sur Menouchev, voici le bulletin en français de la semaine. La justice turque refuse de libérer les députés kurdes. Un tribunal turc a rejeté hier la demande de libération de 5 députés kurdes. Mais les politiciens kurdes sont victimes depuis 1989 de discrimination politique. Le gouvernement de l'AKP a eu la même approche que ses prédécesseurs à la résolution de la question kurde, le reni et l'épuration ethnique. Un des piliers de l'épuration ethnique a été la pression contre les politiciens kurdes. L'oppression contre cette tradition politique qui a débuté avec le parti HEP continue aujourd'hui sous le gouvernement de l'AKP. Le 2 mars 1994, après la levée de leur immunité parlementaire, les députés kurdes du Parti de la démocratie DEP ont été emprisonnés. En fait, depuis 1989, la pression contre les politiciens kurdes n'a pas diminué. Tous les partis créés depuis 1989, HEP, ÖZDEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP, ont tous été dissous par l'État turc. Mais le 14 avril 2009, l'épuration politique a pris d'autres dimensions. Sous le nom d'opération KCK, en quelques semaines, des milliers de personnes ont été emprisonnées. La Turquie est ainsi devenue la plus grande prison du monde pour les maires pour des motifs politiques, tout comme pour les journalistes, avocats, étudiants et syndicalistes. Les opérations du KCK intervenaient soit quelques semaines après le succès historique du parti kurde lors des élections municipales de 2009. Les politiciens kurdes Hatip Dicle, Kemal Aktaş, Selma Irmak, Gülser Yıldırım, İbrahim Ayhan et Faysal Sarıyıldız ont été élus comme députés lors des législatives de 2011. Ces élus qui bénéficient de l'immunité parlementaire sont toujours en prison. Le gouvernement de l'AKP est allé jusqu'à lever l'immunité parlementaire de Hatip Dicle après l'avoir condamné à une peine de prison de 1 an et 6 mois. La Cour européenne des droits de l'homme avait jugé que la Turquie avait violé le droit à la liberté d'expression de Hatip Dicle en le condamnant. Mais cette décision n'a pas influencé la justice turque, tout comme la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle avait jugé que la trop longue détention provisoire d'un député du CHP avait enfreint ses droits. Après cette décision de la Cour constitutionnelle, le député du CHP, Mustafa Balbay, a été libéré. Mais la demande de remise en liberté faite pour les 5 députés du BDP a été rejetée. 4 députés kurdes ont décidé d'entamer mardi une grève de la faim au Parlement pour dénoncer le rejet par la justice de la demande de remise en liberté des 5 députés kurdes. Cette décision inacceptable de la justice pourrait mettre en danger le processus de la paix, a déclaré Pervin Buldan, député du BDP. Au lendemain du coup de filet anticorruption réalisé par la police turque à Istanbul, Ankara, visant l'entourage de Recep Tayyip Erdoğan, le Premier ministre turc contre-attaque. Des dizaines de responsables policiers ont déjà été sanctionnés. C'est le plus gros scandale de l'histoire de la République turque. Soupçons de corruption active, de blanchiment d'argent et de fraude dans le domaine de la construction de logements sociaux qui pèsent sur une cinquantaine de personnes proches du gouvernement de l'AKP. Plus d'une cinquantaine de personnes arrêtées mardi par la police. Parmi les gardés à vue figurent plusieurs hommes d'affaires, tous liés au gouvernement de l'AKP. Notamment Ali Ağaoğlu, entrepreneur et 8e fortune du pays, et Süleyman Aslan, directeur de la banque publique Halk Bankası, un homme également mis en cause dans une affaire de transferts financiers illégaux et chez qui la police aurait retrouvé, selon la presse turque, près de 4,5 millions de dollars cachés dans des boîtes à chaussures. Mais l'affaire prend une véritable tournure politique, car les fils de 3 importants ministres du gouvernement sont aussi impliqués. La réaction de l'AKP ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Peu après l'annonce des interpellations, des dizaines d'officiers de police ont été démis de leurs fonctions dans plusieurs villes. Les policiers sont tous accusés par leur hiérarchie d'avoir outrepassé leur pouvoir. Le Premier ministre dénonçant là un sale coup porté à l'encontre du gouvernement. En meeting à Konya, dans le centre du pays, le Premier ministre Erdoğan incrimine des forces obscures qui menacent la nation. Une attaque clairement destinée à la confrérie Gülen. La confrérie Gülen, omniprésente dans les médias, l'économie et la justice. Pourtant, entre les deux mouvements, le torchon n'a pas toujours brûlé, bien au contraire. En 2002, le mouvement Gülen a même apporté son soutien à l'AKP, victorieux dans les urnes. Un scandale de corruption qui tombe au plus mauvais moment pour Erdoğan à la veille des élections municipales de mars 2014.
La date du 9 janvier approche. Les Kurdes, à l'anniversaire du massacre qui a lieu à Paris, vont rendre hommage aux 3 femmes assassinées le 11 janvier 2014 à Paris. Des dizaines de milliers de Kurdes protesteront l'assassinat. Le 9 janvier 2013, Sakine Cansız, une des fondatrices du Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, Fidan Doğan, représentante parisienne du Congrès national du Kurdistan basé à Bruxelles, et Leyla Şailemez, membre du mouvement de la jeunesse kurde, ont été assassinés par balle en plein jour. Ce triple assassinat attend toujours d'être élucidé. Les Kurdes, quant à eux, se préparent à rendre hommage aux 3 femmes. Les manifestations seront organisées du 6 au 12 janvier dans toutes les capitales européennes, dont Paris, où a eu lieu l'assassinat. Le 11 janvier à Paris, des dizaines de milliers de Kurdes protesteront l'assassinat. Plusieurs associations kurdes et françaises organisent sur le thème féminicide un colloque le 7 janvier prochain à Paris. La Fondation internationale des femmes libres, la représentation internationale du mouvement des femmes kurdes, l'association Solidarité France-Kurdistan et les femmes solidaires sont à l'origine de ce colloque intitulé « Agir contre le massacre des femmes pour en finir avec le féminicide ». Nous serons à la veille du premier anniversaire du triple assassinat de nos amis, Sakine, Fidan et Leyla, ont rappelé les associations organisatrices dans un communiqué. Le colloque se tiendra sous le haut patronage de Madame Eliane Assassi, sénatrice présidente du groupe Front de Gauche. Les Kurdes se préparent à rendre un hommage à Sakine Cansız, Fidan Doğan et Leyla Şailemez. Il y aura des manifestations qui seront organisées à partir de la première semaine de janvier. Nous allons parler de ce sujet avec Berivan Akgül, une des responsables de l'Académie Arts et Culture du Kurdistan à Paris. Bonjour Berivan Akgül. Bonjour. Donc des manifestations auront lieu à Paris à partir du début du mois de janvier. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Effectivement, le mois de janvier, enfin mois de décembre et janvier, nous avons décrété, les Kurdes d'Europe avons décrété un mois d'action non-stop. Mais je voudrais quand même souligner qu'il n'y a pas que le mois de décembre et janvier. Pendant toute l'année, tous les mercredis, nous avons organisé une manifestation qui partait du centre culturel kurde jusqu'à devant le bureau où nos 3 camarades, Sakine Cansız, cofondatrice du Parti des travailleurs du Kurdistan, Fidan Doğan, représentante à Paris du Congrès national du Kurdistan, et Leyla Şailemez, membre du mouvement de la jeunesse kurde, avait été assassinée donc le 9 janvier 2013 en plein jour. Et dans ce cadre, tous les mercredis, nous allons marcher jusqu'à devant le bureau pour réclamer vérité et justice. Et dans ce cadre-là, donc au mois de janvier, il y aura plusieurs actions, notamment le 7 janvier, comme vous avez parlé il y a quelques instants, il y aura un colloque sur le thème féminicide le 7 janvier au Sénat. Ce colloque a pour objectif de rendre hommage aux activistes, aux militantes kurdes assassinées en plein cœur de Paris, en plein jour, il y a plus de pratiquement un an. Et dans ce cadre-là, aussi le 9 janvier 2013, qui est la date anniversaire de l'assassinat des 3 militantes kurdes au 147 rue Lafayette, une déclaration de presse sera tenue à 13h, donc au 147 rue Lafayette à Paris. Et nous allons organiser, la Fédération des associations kurdes en France et la Coordination nationale Solidarité France-Kurdistan organisent ensemble une grande marche le 11 janvier 2014 qui part de la gare du Nord de Paris jusqu'à République. Cette action va rassembler tous les Kurdes d'Europe, mais aussi, hormis les Kurdes, toutes les personnes, les gens qui défendent la liberté individuelle, la liberté des droits de l'homme et qui dénoncent ce massacre qui a eu lieu en plein cœur de Paris. Nous marchons, nous allons réclamer encore une fois, comme nous le faisons depuis un an, vérité et justice, pour que vérité et justice soient rendues à Sakine, Rojbin et Leyla, pour que la famille de nos 3 militantes puisse avoir enfin une réponse par rapport aux commanditaires de ces assassinats, parce que effectivement un individu présumé coupable a été arrêté et placé en détention, mais ce que réclament les Kurdes,
ce que réclament les personnes qui défendent les droits de l'homme, qui défendent les libertés individuelles, qui défendent la lutte menée par ces femmes. Elles réclament les forces obscures qui sont derrière ces assassinats. Donc c'est pour ça que nous allons marcher, nous allons réclamer vérité et justice comme nous le faisons depuis 1 an, et nous continuerons à marcher, nous continuerons à réclamer, nous continuerons à demander vérité et justice jusqu'à ce que la vérité et justice soit rendue au peuple kurde, à la famille de Fidan, de Sakineh et de Rojbin. Donc voilà ce que j'avais à dire. Bien sûr, j'appelle tous les Kurdes d'Europe, de tous ceux qui peuvent se déplacer, toutes les personnes qui soient de n'importe quelle ethnicité, de n'importe quelle confession religieuse, tous ceux qui défendent la liberté, tous ceux qui défendent la lutte menée par ces femmes, tous ceux qui disent non à cet assassinat barbare, à venir se joindre aux Kurdes le 11 janvier 2014 à Gare du Nord. L'heure de rassemblement est à partir de 9h, mais la marche commencera effectivement à midi. L'avocat proche des 3 femmes kurdes assassinées il y a bientôt 1 an, Maître Antoine Comte, a déclaré qu'il y a des grandes avancées dans ce dossier. Selon l'avocat des victimes, les investigations pointent vers des responsabilités turques. Les thèses initiales sur soit un assassinat passionnel, soit un règlement de compte entre Kurdes, aujourd'hui ne sont plus recevables. Aujourd'hui, les investigations pointent vers la Turquie. Je pense des évolutions. Effectivement, comme vous le savez, les services secrets d'un pays sont en charge de vérifier s'il y a des agents étrangers sur leur territoire. Donc moi, la question que j'ai posée, c'est de savoir si les services français avaient des éléments sur l'accusé qui est aujourd'hui présumé le coupable, et donc présumé innocent d'ailleurs, mais en même temps présumé coupable d'assassinat. Et dans un premier temps, on m'a répondu que ce n'était pas le moment et que ce n'était pas la question qu'il fallait poser, mais l'affaire est devant la Cour d'appel de Paris et on aura une réponse. Et de toute manière, les choses évoluent et il y aura des changements. Et je pense qu'on arrivera à obtenir pas mal de choses quand ce sera nécessaire. Il y aura une fin à l'instruction. Le juge estime maintenant que d'ici 1 an, elle pourra clore son dossier. On a des vidéos, on a des photos, on a des films. Personne d'autre n'est sur les lieux dans le temps où l'assassinat a été commis, où les assassinats ont été commis. Personne d'autre. Voilà. Lors du massacre de Lobosquet, 34 civils, dont 19 enfants, ont perdu la vie. Serhat Tencu est l'un d'entre eux. Voici une lettre signée de son nom, écrite par sa famille. Moi, c'est Serhat Tencu, la colombe de ma mère, le frère de Mervan. Dans cette géographie où les enfants grandissent vite, je suis le 3e fils d'une famille composée de 9 enfants. J'ai arrêté l'école en première année de secondaire pour travailler et financer les études de mes grands frères qui allaient à l'université. Quand j'allais à la contrebande, ma mère passait des nuits blanches après pour qu'il ne m'arrive rien. Lorsque je rentrais, je la rassurais en lui disant que tout se passerait bien, qu'il ne m'arriverait rien et même s'il m'arrivait quelque chose, ce n'est pas grave car je suis accompagnée par mes meilleurs amis. Qui aurait pu croire que j'allais regretter ces mots? Si seulement on vivait tous, moi et mes 33 autres amis. Par exemple, moi et Djelal, mon meilleur ami, on avait un match de football le lendemain du 28 décembre 2011. On aimait tellement la vie, on était prêts à mourir pour vivre, mais si seulement on vivait encore. Moi aussi, tout comme vous, j'avais des joies, des colères. J'avais protesté contre le racisme apparu lors du séisme à Wam. J'avais des rêves d'enfant, et on les a bombardés. Personne ne saura en combien de morceaux ils ont été éparpillés. Comme personne ne va jamais savoir en combien de morceaux j'ai été retrouvée. Personne ne pourra apaiser la peine de ma mère. Mais s'ils veulent lui dire quelque chose, qu'ils disent.
Ces jeunes hommes, avec un grand cœur, sont partis et ne sont jamais revenus. Peut-être que vous allez vous mettre en colère contre ma demande, mais si les bombes qui m'ont tué n'ont pas aussi atteint la justice, je demande justice. Tout le monde n'a-t-il pas droit à la justice? À moins que... Pensez-vous que c'est à moi d'agir? Honnêtement, est-ce moi qui dois demander pardon à l'État qui a utilisé ces bombes pour me tuer et remercier le général pour m'avoir bien visé? Plus de 2 ans après les 2 séismes qui ont eu lieu à Wuhan, des milliers de survivants sont toujours sans abri. Des milliers de personnes passeront cet hiver sans chauffage. Le 23 octobre 2011, à 13h41, heure locale, la ville de Wuhan a été secouée par un tremblement de terre, la plus importante de son histoire. Le séisme d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter et d'une durée de seulement 25 secondes a causé la mort de près de 644 personnes ainsi que de nombreux blessés, près de 2000. Le séisme a également provoqué des dégâts considérables entraînant l'effondrement des milliers de bâtiments et transformant la ville de Wuhan en ville fantôme. Cet événement est aussi une preuve d'hostilité de l'État turc à la population kurde. Ankara a choisi de faire payer aux Kurdes leurs revendications politiques et culturelles. Seulement une petite minorité de la population a reçu des tentes, tandis que la grande majorité des Kurdes ont été totalement dépourvus. Des milliers de personnes sont toujours condamnées à vivre dans des containers. Plus de 40 000 habitants ont fui la région. Seules les familles les plus pauvres sont restées, passant ainsi leur 3e hiver dans des cités dépourvues de tout confort, privées d'eau, d'électricité et de chauffage, livrés ainsi à eux-mêmes. Face à ce désastre, le peuple kurde s'est porté au secours de Wuhan. Pour protester contre cette discrimination, les habitants de Wuhan ont entamé une grève de la faim. De nombreuses manifestations ont également été organisées sous le nom de Wuhan à froid dans les villes turques et kurdes afin de sensibiliser la population aux problèmes rencontrés par les habitants de Wuhan. La conférence de paix sur la Syrie dite Genève 2 aura lieu le 22 janvier prochain. Les Kurdes veulent participer à la conférence avec leur propre délégation. Les dirigeants de la communauté kurde de Rojava exigent d'avoir leur propre délégation à la conférence de Genève 2 qui aura lieu le 22 janvier prochain, afin de permettre une représentation plus forte du peuple kurde lors de la conférence de la paix sur la Syrie. En rapport avec le sujet, la coprésidence du Conseil exécutif de l'Union des communautés du Kurdistan KCK a fait une déclaration à la presse. La coprésidence du Conseil exécutif de l'Union des communautés du Kurdistan KCK a déclaré qu'un consensus a été atteint entre le PKK et le Parti démocratique du Kurdistan PDK du président du Kurdistan irakien Massoud Barzani sur le Kurdistan occidental, soit le Kurdistan syrien. Ce consensus prévoit l'activation du Conseil suprême kurde créé en juillet 2012 au Rojava. Assurant son soutien total à ce consensus, le KCK a appelé les forces politiques du Kurdistan occidental à s'unir et à renforcer la révolution kurde dans le cadre du consensus.
C'est dans ce cadre que se sont retrouvées l'Assemblée populaire du Rojava et l'Assemblée nationale kurde à Hawlir. Les deux assemblées se sont mis d'accord sur l'ouverture du poste frontière de Semalka et la participation en tant que délégation à la conférence de Genève II. D'autre part, la délégation de l'Union des partis démocratiques PYD s'est rendue en Russie pour une visite officielle. La délégation a eu un entretien avec le ministre des Affaires extérieures russe, puis a participé à une conférence dans l'Assemblée russe. Le coprésident du PYD Saleh Müslüm a indiqué que certains pays empêchaient la participation de la délégation kurde en prétextant la sensibilité des Arabes. Müslüm a répondu à cet argument en disant qu'il faut aussi tenir compte de la sensibilité des Kurdes. La pratique de la torture et des conditions de détention inhumaines dans les prisons turques sont toujours d'actualité. Mais la Turquie, c'est aussi la première prison au monde pour les journalistes. Plus de 72 professionnels des médias sont actuellement emprisonnés. La pratique de la torture et des conditions de détention déplorables et inhumaines dans les prisons turques. Les organisations des droits de l'homme, autant nationales qu'internationales, ont dénoncé à maintes reprises la pratique de la torture exercée par les forces de l'ordre en Turquie. La torture reste un moyen systématique d'interrogatoire. Décès en garde à vue, disparitions et viols sont monnaie courante dans les lieux de détention. C'est le sort réservé aux milliers de personnes arrêtées chaque année. Plusieurs centaines d'entre elles réussissent, malgré des menaces de représailles et des chantages, à obtenir des certificats médicaux attestant la pratique de la torture. La Turquie, c'est aussi la première prison au monde pour les journalistes. En Turquie, 72 professionnels des médias actuellement emprisonnés, dont au moins 42 journalistes. Tous emprisonnés en lien avec leurs activités journalistiques. Le troisième paquet de réformes judiciaires n'a servi qu'à la remise en liberté conditionnelle d'une quinzaine de journalistes, dont certains étaient en prison depuis des années. Mais ils restent en sursis et surtout, un nombre encore plus important de prisonniers attend toujours de revoir le jour. Pire, le rythme des interpellations, emprisonnements et procès n'a guère ralenti. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Med Journal.